Maintenant, Rajas. Rajas, c'est défini comme l'action, comme activité. On est dans le domaine de la conscience, donc l'esprit, la psychologie. Rajas, elle est associée avec l'individu ou avec le sentiment de jeu ou la sensation d'être séparé, d'être un individu. On peut utiliser le raccourci ego, même si elle est des fois un peu limitée comme mot, comme concept. Le rajas, il est associé donc avec le désir et l'aversion et la contraction de notre organisme autour d'un désir, autour d'une aversion. Donc, je désire faire quelque chose. Il y a souvent une dimension de jeu qui est très important dans cette dynamique. Le rajas, c'est effectivement un processus tout à fait naturel. Chez l'homme, et en Ayurveda, on est davantage intéressé par un aspect de notre comportement, cet aspect qui en fin de compte peut nous rendre en difficulté. C'est-à-dire produire les émotions soi-disant négatives en excès. Donc l'action nécessite une concentration d'attention, une sorte de contraction, une sorte de réduction de vision. Quand on se contracte autour, on se concentre sur une chose. Le mental fixe un but, un objectif, et puis il va vers ça. Effectivement, notre corps, il a appris à faire plusieurs choses toute seule. Si par exemple, je perçois la sensation de sécheresse dans ma bouche et une petite sensation donc de soif, je peux rappeler que j'ai un tasse d'eau à côté, voir la tasse et avoir la désir de boire de l'eau. Donc après l'action de prendre la tasse et de boire, tout ça se passe relativement facilement. Sans trop d'émotion. Mais peut-être il y a un autre objet que je désire avoir ou un autre état que je souhaite atteindre. Peut-être je veux gagner une concours, une compétition ou quelque chose comme ça. J'investis beaucoup d'efforts derrière. Et c'est vrai que des fois, ce que je veux me mettre dans un contexte de tension assez importante. En Ayurveda, on a une moralité, une éthique autour de c'est quoi un but légitime, c'est quoi un but illégitime ou plus ou moins digne.
on parle de 4 buts légitimes dans la vie. Donc, le premier, c'est avoir du plaisir. Ça veut dire nos sens sont comblés par un contact avec ceux qu'ils aiment. Et c'est tout à fait cohérent du projet du survie. Le plaisir de manger, c'est nécessaire si on va être motivé de manger à nouveau, par exemple. Le plaisir de prendre du soleil peut être justifié par le bien que ça fait à notre organisme. Le plaisir, les différentes nuances dans le plaisir, le bonheur, la satisfaction, c'est une partie de notre vécu subjectif, de notre corps subtil, que notre organisme fabrique pour nous, dans le but de nous motiver, de continuer à vivre et à faire tout ce qu'on fait, surtout les besoins physiques ou animaux, des besoins de survie, manger, boire, dormir, etc. Donc ça, c'est la royaume de plaisir. Le deuxième but de vie légitime selon ce culture védique, c'était être accompli dans un minimum de richesse. Ça veut dire avoir les moyens, avoir un toit au-dessus de son tête, avoir les vêtements, comme une extension de nos besoins physiques pour la survie. Il faut avoir un minimum d'objets qui soutiennent en annexe la santé. Donc, n'oublie pas que l'Ayurveda, l'objectif, c'est de maintenir la santé, d'éviter la maladie, voire éloigner la maladie, limiter la souffrance, promouvoir la longévité et promouvoir la connaissance de la vie, ce qui aussi nous libère de ces contraintes, relativement. Le troisième but, c'est avoir un sens dans la vie, une vocation, un voie. Celui en sanskrit s'appelle dharma, un mot qui est connu par le bouddhisme, par exemple. L'homme, c'est un animal social et puis un animal cultivé, dont ça suffit pas simplement de survivre pour être heureux. Il faut avoir un but, un voie, un sens de sa vie. Connaître sa propre nature, connaître qui je suis et mes qualités, et trouver un rôle dans la vie qui fait que ces qualités peuvent s'exprimer et faire du bien pour moi et les autres. Le quatrième but ou objectif de la vie, ça concerne la transcendance ou la libération de soi ou la libération. Le mot moksha, c'est ce qu'ils utilisent en Ayurveda. Ne confondent pas avec le mot moksha, ce qui peut être aussi une sorte de clé de libération. Si vous êtes en ville et vous aimez le café avec le chocolat, vous pouvez boire un mocha et ça vous libère instantanément de vos soucis. Moksha, donc libération. Libération de quoi? Ça, c'est une grande question, une question un peu plus
complexe à aborder. Et comme je viens d'avoir réveillé il n'y a pas très longtemps, je suis dans la douceur du après-sommeil. Je ne vais pas tenter à répondre à cette question maintenant. Mais le quatrième but de la vie, moksha, libération, je vais tenter un peu quand même. Justement, ce rajas, ce dynamique de désir, je veux ça, je ne veux pas ça, cet ingrédient quand même essentiel pour la vie, jusqu'à un certain stade. Et ce qui est intéressant chez nous comme animal, bon, surtout vu de nous-mêmes, de notre propre vécu de nous-mêmes, on devient souvent prisonnière dans nos propres drames, esclaves de nos propres drames de vie. C'est marrant, mais ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, une petite interruption de mon ordinateur, désolé pour ça. Donc, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, d'où ça vient? Rajas toute seule, il ne s'intéresse pas à ça. Quand je suis dans mon rajas, je fais, il y a un désir qui vient, une envie, une attirance, une affinité, elles sortent de quelque part. Et puis, il y a une réponse. L'émotion de désir arrive. J'ai peut-être la capacité de va vers ça, donc je me concentre et j'y vais. Je fais. J'essaie. Mais d'où vient ce désir? Et quelle est ça sert à quoi de l'avoir ou de accomplir, de réussir? Ça, c'est quelque chose que, grâce à Sattva, voilà, Sattva, c'est en gros le questionnement aussi. Je demande une question. Pourquoi je demande une question? Parce qu'il y a Sattva. Sattva, c'est pourquoi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui questionne ta vie, vous avez un dose de Sattva chez vous et c'est quelque chose qui concorde avec une vie qui tend vers le succès et la libération. Le succès d'un sens large, pas seulement matériel. Si c'est matériel, oui, il y a un but légitime de la vie d'avoir un peu de confort, un peu de matériel, d'être suffisamment doué pour assurer ses besoins. Donc, c'est vrai que Sattva est lié à l'intelligence. Et Rajas, un peu moins. Donc, je suis dans l'action, je réponds à mes besoins, à mes désirs et mes aversions. Et d'où ça vient, c'est une question que Sattva pose par Rajas. Il est possible de répondre à cette question. Il y a plusieurs réponses. Je ne sais pas d'où ça vient, mon désir. Ou, ah oui, je pense que j'ai appris
appris à désirer ça. Tout le monde autour de moi veut avoir un peu plus d'argent, veut avoir de nouveaux fringues. Et pour diverses raisons, on se trouve dans la même énergie. Donc, ah oui, moi je veux avoir aussi. Et si on prend un peu de recul, ça c'est sattva. Sattva, c'est prendre du recul, ouvre ses yeux, ouvre ses sens, sentir, écouter et comprendre. Je peux rencontrer qu'il y a plein de choses que je veux que c'est pas trop réfléchi. Réfléchi, voire senti. Mais sans rentrer trop dans les complexités. Rajas, ce champ de je veux, je ne veux pas, la désir, l'aversion, la pulsion, etc. C'est d'une grande partie conditionné. En plus, par un manque de sagesse ou un échec de sagesse, ça c'est également un manque de sattva, on va sortir de l'équilibre en restant dans ce rajas, dans cette énergie de désir, en gros. Je peux sortir de mon équilibre. L'équilibre, les besoins de mon corps, la capacité de mon corps. Également, nourrir une spirale d'agitation, de désir, d'aversion, de désir et donc effectivement de plaisir et de manque de plaisir, de satisfaction et déception. Et donc, esclave d'une sorte de drame. Donc, être équilibré, être établi en soi, être sattvique, ce n'est pas d'éliminer les désirs. Ça peut être intéressant, utile de essayer d'être détaché, de ne pas... Par exemple, on peut faire un séjour, une retraite, pendant lequel on parle pas, on fait rien, à part manger, assis et marcher, mais on fait très peu. Et on fait des choses qui nourrissent pas l'histoire de moi, qui n'est pas fortement lié de ce que je veux faire, ce que j'aime faire et tous mes projets. Donc on met à côté la petite Alex et on fait tous la même chose. Voilà, genre retraite Vipassana par exemple, chez les bouddhistes. Et au bout d'un moment, ça fait un nouvel conditionnement, une nouvelle habitude. Et ceux qui viennent à la place de cet état de désir, d'aversion, comme ce drame, ce dynamique, on peut métaphore comme la mer qu'elle est agitée. Vous êtes dans un bateau, il faut être vraiment dans le contrôle, il faut être vraiment impliqué. C'est fatigant aussi d'être en rajas. Ben là, petit à petit, les vagues se calment, l'océan se calme, et puis là, on peut voir par exemple plus loin. On peut voir autour. Regarder, s'ouvrir, observer, témoigner, se détacher,
Ce sont des mots-clés de sattva. Et si vous êtes coincé dans votre vie, si vous avez des difficultés émotionnelles ou psycho-émotionnelles, des thèmes, des problèmes relationnels, des problèmes au boulot, et aussi peut-être des problèmes physiques, dont le mot maladie, ça suffit de signaler ça. Si vous êtes dans la souffrance, en Ayurveda, on va d'abord questionner, est-ce que vous êtes trop dans le rajas? Parce que ce n'est pas d'un état de rajas qu'on va trouver une solution. Peut-être il y a une solution qui nécessite une action, mais pour trouver ça, on peut tomber dessus par hasard et les gens le font. Mais généralement, ça vient par le biais d'une prise de conscience, ce que sattva permettrait. Ce qui est aussi chouette en Ayurveda, et c'est moins connu ailleurs, c'est la dimension physique de ces trois qualités, sattva, rajas, tamas. Ces trois aspects de la conscience ont un lien avec le physique, notamment la nourriture. Et on a toute une leçon en Ayurveda qui traite de ce sujet, c'est-à-dire quelle nourriture ou quel aspect de ma nutrition influence ma conscience. Il y a des nourritures qui stimulent rajas ou qui stimulent sattva. Ça, c'est bien à connaître. Donc, rajas, ce n'est pas un défaut qu'il faut éliminer. C'est un peu comme dans la voiture. Il y a l'accélérateur, il y a les freins, mais il y a aussi, et donc les vitesses, mais il y a aussi notre... et aujourd'hui, beaucoup parmi nous vivent sans cesse, on est en train de conduire. Peut-être on va rapidement, peut-être on va lentement, mais on va tous quelque part. Et on ne met pas trop en question pourquoi je vais là-bas, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais ça. Donc on souhaite arrêter et mettre les vitesses en neutre. On ne va pas éteindre le moteur dans la métaphore, ça c'est peut-être l'équivalent de mourir, mais on laisse le moteur en neutre, on laisse, voilà, et puis on prend un moment pour un autre aspect de soi-même, de toi-même. Souvent dans la tradition yogique, telle qu'elle est enseignée à l'Occident, telle qu'elle était enseignée en Occident en tout cas, il y a presque un jugement assez fort contre rajas. On va vous laisser déterminer ça par vos propres recherches, par vos propres expérimentations. Mais on t'aide en Ayurveda de t'observer et de reconnaître les signes de rajas qui augmentent en trop. Donc, si rajas augmente en trop, on va voir les choses se passer au niveau du corps physique, au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie. Mais en bref, c'est la surstimulation sensorielle et la suractivité. Je fais trop, je vais trop vite. Et on se perdra. On perdra un aspect de nous-mêmes. Alors, étrangement, nous sommes toujours nous-mêmes. Je n'aime pas dire qu'il y a un vrai soi.
Parce que tout de suite, ça donne l'idée qu'il y a un faux soi. Et nous sommes dans le splitting, nous sommes dans le séparation. Il n'y a qu'un moi-même, mais ce moi-même, ce n'est pas un truc fixe. C'est un fleuve, un dynamique. Donc, en Ayurveda, on vous donne des suggestions. On donne des cartes, ou une grande carte avec dedans des petites cartes pour différents aspects de nous-mêmes, corps physique, psychologie, etc. Et on vous propose d'expérimenter, de changer quelque chose de votre vie et de voir si ça apporte davantage du bien ou non. Si ça apporte du bien, vous allez peut-être creuser un peu plus et embellir votre carte, ou la carte, ou les cartes. Mais le but, ce n'est pas de valider les cartes. Moi, je m'en fiche. Si vous avez une carte qui marche, c'est-à-dire un cadre conceptuel qui t'aide à comprendre ta vie, de comprendre tes divers aspects et de vivre mieux, d'avoir le bonheur, la santé, surtout la santé, on est en France. Moi, je m'en fiche de la carte. Oui, je monte un peu. J'ai une partie en moi qui va toujours vouloir savoir la vérité. Je suis de ce type, de ce nature. Mais je reconnais à mon âge, à mon stade d'éducation, qu'il y a peut-être des limites de ce qu'on peut savoir. De nous-mêmes, du monde. Ça me enlève pas ma désir, si vous voulez, de comprendre, d'accéder, de savoir à une connaissance d'une réalité plus fondamentale. J'étais tenté par le physique à l'école quand même. J'ai fait un doctorat en électronique et musique technologie. J'aime le pourquoi. Mais j'ai la carte de l'Ayurveda dans mes mains, je l'emploie, j'utilise, mais il a des limites. Mais tant que je l'ai toujours, je trouve qu'elle a tellement de pertinence, tellement d'utilité. Sinon, je ne pourrais pas enseigner l'Ayurveda. Je propose donc de voir l'Ayurveda. Alors, je ne parle pas de la culture, le savoir-faire, les soins. Ce qui, en fin de compte, ça fait une partie de notre merveilleuse démarche humaine. Et on ne nomme ça, une soin ayurvédique ou non, c'est pas d'importance pour moi finalement. Mais tant qu'on est dans la partie de l'Ayurveda qui est les concepts de pourquoi, les concepts fondamentaux de son anatomie, physiologie, biologie, etc. Tant qu'on est dans cet aspect de l'Ayurveda, donc on est avec la carte, le but ce n'est pas de valider la carte. Ne cherche pas à n'utilise pas votre vie et vos expériences comme une sorte d'épreuve de validation de la philosophie de vie que tu utilises. Même si on ne peut pas arrêter de faire ça d'une certaine manière, je trouve que c'est plus important, c'est une idée un peu subtile, une nuance, mais c'est reconnaître est-ce que ce carte, est-ce que ce système de pensée, est-ce que ce cadre, ce méthode
explication de la réalité. Est-ce que ces cartes vous aident d'avoir une meilleure vie? Et si oui, tant mieux. Mais ne rendre pas la carte sacrée. Je pense qu'une bonne expert en Ayurveda, dite Vaidya pour le nom d'une médecin ayurvédique, ou un bon expert dans le yoga, yogi, un bon expert dans ces domaines, je crois que les meilleurs reconnaître humblement que leur cadre, les cartes, n'ont pas toutes les réponses. Et que, en fin de compte, c'est rien qu'un outil et c'est vous qui devrez être, en fin de compte, votre propre lumière. Et la libération, c'est quelque chose que vous allez produire en vous-même par un processus d'observation et d'interaction, rajas, interaction, mais observation. Ok, ça c'est rajas.